Bonjour tout le monde, juste avant de commencer la vidéo, sachez que je suis de plus en plus actif sur Insta, où je vous parle de mes actus ciné, mes conseils ciné, mes critiques aussi de films qui sortent en ce moment, et je le fais de manière un peu plus instinctive et directe que sur YouTube, donc le lien est dans la description, n'hésitez pas à me suivre. C'est vraiment par ce réseau social que je peux communiquer avec vous. Je vous retiens pas plus longtemps, on se lance dans la vidéo. Bon, vous savez que sur Intercut, on aime beaucoup les films oubliés, les films méconnus, ces films un peu passés à la trappe dans la grande histoire du cinéma. Mais on n'aime pas que ces films-là, on aime aussi beaucoup les films un peu déviants, le cinéma qui est étrange, le cinéma qui est extrême, absurde, et quand je dis on d'ailleurs, franchement je parle de vous et moi, parce que je suis quand même le seul con de youtubeur ciné qui fait plus de vues quand il parle de Angst ou de Caligula, que quand il parle de Batman ou de Marvel, et c'est pour ça que je vous aime. Parce que vous êtes complètement tordus, les gars. Mais bref, c'est pas le sujet. Je me suis dit, s'ils aiment ça, je vais leur donner ce qu'ils aiment. Je vais leur donner de l'extrême. Je vais leur donner des films fous, et je vais faire une petite sélection de ces films complètement étranges, ces films qui hantent, ces films qui vraiment restent en tête et qui ne ressemblent à rien de connu, vraiment. Et vous allez voir, hein, j'en ai un peu pour tous les styles, toutes les époques, tous les genres, et vous allez vous régaler, bande de weirdos que vous êtes. C'est parti pour ces films étranges que vous n'oublierez jamais. Et je vais commencer par un film que j'aime énormément, c'est un giallo. Bon après un giallo, si on veut, franchement je trouve ça un peu réducteur, vous allez comprendre. Et c'est un premier film qui est mis en scène par Aldo Lado, mis en musique par Ennio Morricone, sorti en 1971 avec, au casting Jean Sorel et la James Bond girl Barbara Bach. C'est un giallo italo-germanico-yougoslave qui est sorti chez nous sous le doux nom de Je suis vivant. Et d'ailleurs, on le retrouve aussi parfois sous le nom de L'horreur dans la nuit. Mais bon, la dernière édition Blu-ray qui a été éditée par Le Chat qui fume nous propose le film sous le nom Je suis vivant, et c'est vraiment le titre officiel. Et vous allez voir les gars, sacré concept, hein, puisqu'on plonge dans la peau de Gregory Moore, qui est un journaliste américain retrouvé mort à Prague. Bon c'est des choses qui arrivent, ok, sauf que Gregory, il est pas mort en fait. Non, il est dans un état second, son corps est mort, mais son esprit vit encore, il est juste incapable de bouger, de parler. Son esprit vit encore, mais vraiment il a tout d'un mort. Du coup, les médecins, quand ils vont le retrouver, vont le considérer comme un cadavre et vont programmer son autopsie. Entre-temps, l'esprit de notre cadavre lui délivre des flashs, des souvenirs étranges, une enquête, sa petite amie disparue, un club de musique brumeux. Bon alors, vous comprenez bien qu'on est sur un film conceptuel, hein, un film qui a un non-sens. Lorgne un peu plus vers le thriller que vers le giallo, même s'il en reprend pas mal de codes. En fait, il reprend pas mal de codes du giallo, mais il les détourne assez. Et notamment, il reprend ce que j'adore dans le giallo, c'est-à-dire une utilisation complètement fabuleuse des lumières et des couleurs qui mettent parfaitement en image cette espèce de succession de souvenirs labyrinthiques. On sait pas comment il s'est retrouvé dans cet état, notre héros. On le voit juste errer dans les rues de Prague qui sont superbement filmées, et vraiment on nage en plein mystère. Il y a vraiment une atmosphère assez unique, et particulièrement durant le premier tiers du film. Moi je trouve que le premier tiers, vraiment, c'est une merveille dans la capacité qu'il a de te happer dès les premières secondes, et on comprend qu'on est face à un film qui profite de son concept et qui va loin, qui n'a d'ailleurs pas peur d'aller même vers le fantastique, hein. Et vous savez, moi j'ai même parfois presque pensé à Eyes Wide Shut plutôt qu'à Suspiria, dans ce héros perdu confronté à des forces qui le dépassent dans la nuit et qui erre dans ce long labyrinthe sous forme d'exploration de sa propre psyché brumeuse. Bon alors c'est plus stylisé que Kubrick, bon. Enfin, quoique Kubrick c'est quand même extrêmement stylisé, on va pas se mentir, mais je veux dire ça a moins de difficulté à embrasser explicitement un symbolisme visuel et un virage fantastique avec beaucoup moins de subtilité que ne le fait la fameuse stylisation de Kubrick. En tout cas, Je suis vivant, c'est quand même un grand film qu'on a
trop souvent mis de côté. Franchement, c'est dommage. Surtout qu'attention, hein, quand le film joue sur la tension, sur des scènes horrifiques, et vous allez voir, il y en a quand même, hein, franchement, il y en a même pas mal. C'est quand même, je trouve, sur ces scènes-là, un gros morceau de cinéma. Il y a vraiment une tension hyper vénéneuse, hyper lente, qui naît paradoxalement de cette course contre la montre et de notre incompréhension totale de ce qui se passe. C'est vraiment un grand film à découvrir absolument. Oh, why don't you let butterflies with gaily colored wings fly free? Bon alors, tant pis pour le bilan carbone, maintenant, pour le deuxième film, on allait faire un tour aux États-Unis. Pour un film, pareil, hein, plutôt unique en son genre. Faut imaginer une sorte de croisement entre Fellini et Lovecraft, entre Bergman et Hérédité. C'est réalisé en 1965 par Leslie Stevens, et c'est un film de folk horror, déjà ça on adore, qui a été tourné en espéranto. Et si vous connaissez pas l'espéranto, c'est normal, je connaissais pas avant cette vidéo, et je vais vous expliquer ce que c'est. En gros, l'espéranto, c'est une langue qui a été inventée et construite à la fin du 19e siècle pour en fait être une sorte de fantasme de langue universelle qui faciliterait la communication entre tous les gens qui n'ont pas la même langue maternelle. Ce serait une langue complètement universelle qui engloberait un peu tout le monde et qui serait hyper facile à apprendre et à comprendre. Utiliser cette langue-là dans le film, c'est un excellent moyen de briser tous nos repères. Et du coup, je vous propose Incubus, qui est l'un des films les plus fous et les plus étranges que j'ai pu voir, et j'en ai vu pas mal. C'est un film absolument génial qui part d'un postulat que, perso, moi j'aime beaucoup. Faut imaginer une île, un village isolé qui est peuplé par des démons, qui est peuplé par des succubes qui prennent les traits de magnifiques jeunes femmes pour séduire, pervertir et finalement tuer les hommes en les sacrifiant à Incubus, qui est le dieu et le maître des ténèbres. Parmi ces succubes, qui est manipulatrice, dangereuse et surtout surdouée en fait, et elle cherche un défi plus excitant et elle se donne pour mission de corrompre un homme au cœur absolument pur. Le problème, c'est qu'en chemin, elle se perd, elle tombe amoureuse, et en fait, c'est elle qui va finir souillée par ses sentiments d'amour pur, aux grandes dames du maître des ténèbres Incubus, qui va donc intervenir. Vous adorez pas l'idée de cette espèce de folk horror avec cette succube qui essaient de corrompre les hommes et qui ont absolument pas le droit de tomber amoureuses ou d'avoir le moindre sentiment positif? Cette espèce d'Éden peuplée par des succubes vengeresses qui sont presque dégoûtées de la facilité avec laquelle elles arrivent à corrompre les hommes en fait. Et toute l'humanité, même les hommes d'église, même les hommes puissants, et d'ailleurs les hommes d'église et les hommes qui se disent purs sont les plus facilement corruptibles. Et tout ça, ça donne un pur film d'aventure mais hyper Lovecraftien, vraiment. Je pense que Lovecraft n'aurait pas du tout renié cette histoire-là. Une histoire remplie de poésie et d'interrogations bien plus intrigante qu'il n'y paraît. Incubus, Effrato, venge me. Ce film, il a été perdu pendant 35 ans avant d'être retrouvé par la Cinémathèque française. Et ça rajoute encore à la légende d'une histoire qui, plaira forcément aux fans de folk horror, qui aiment se plonger dans des communautés qui échappent à toute rationalité. Et d'ailleurs, quasi tout se déroule en plein jour, hein. Je serais vraiment pas surpris qu'un certain Ari Aster s'en soit beaucoup inspiré pour Midsommar. Et c'est aussi assez génial dans son rapport au bien et au mal. Parce qu'on est avec les succubes, on les soutient presque en fait, alors qu'elles sont directement opposées à l'amour et à la pureté, mais aussi à la corruption et à la violence des hommes. Parfois, leur acte ne nous semble que justice en fait, parfois il nous semble complètement gratuit, et ça rajoute à l'ambiguïté d'un film qui est vraiment jamais prétentieux, à l'usage de la langue espéranto qui est franchement assez malin, puisque comme je l'ai dit, ça permet de briser encore plus tous nos repères, et c'est un film qui n'est jamais lent, un film où il se passe quand même beaucoup de choses et qui s'apparente, franchement, à une sorte de délire satanique qui est un peu fauché, mais d'où surgit vraiment une poésie morbide qui est hyper bienvenue. Incubus, j'adore ce film et je voulais absolument le placer ici. Bon alors, rien à voir, le troisième film, rien à voir les amis, on va aller en Norvège. Pour un film beaucoup plus récent, puisqu'il est sorti en 2006 celui-là, et vous allez voir, c'est pareil, c'est du concept, et ça pousse vraiment son concept assez loin. Ça va pas être facile à décrire comme histoire, mais je vais vous parler de Norway of Life.
Un film qui nous plonge dans une étrange dystopie. Bon, je vais essayer de pas trop vous en dire pour absolument rien vous spoiler. Faut juste imaginer un homme qui se retrouve dans une ville étrange, une ville dont il ne sait rien, il a aucun souvenir, il sait pas où il est, et cette ville elle est régie par une étrange société où tout est fait pour le bonheur de ses citoyens. Ici, ben, on ressent rien en fait, pas de douleur, pas de violence, on a une sorte de confort immédiat permanent, tout est pratique, tout est simple, tout le monde est poli, tout le monde est courtois, et notre héros, qui bon est d'abord évidemment assez charmé par cette société, va peu à peu réaliser que quelque chose cloche. Et il semble bien être le seul à avoir un problème avec ce monde-là. Hein. J'en dis pas trop. Et quand j'ai lu le synopsis, là moi j'ai eu un peu peur. Ce film, je l'ai découvert pour cette chronique. Quand j'ai lu le synopsis, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit putain, ça sent le film de petit malin quoi. Je pense que ce film, tu le donnes à des Américains, bah ça peut vite tomber dans le film bien relou, bien pompeux, bien prétentieux, à la Men ou à la Vivarium par exemple. Mais ici, c'est un film scandinave et c'est assez intéressant parce que bien souvent on pense et on décrit les sociétés scandinaves comme étant des sociétés assez idéales, des sociétés parfaites qu'on nous vend à nous comme étant des modèles de satisfaction où l'État assure un confort absolu garanti à ses citoyens et où il serait presque impossible, voire même interdit en fait, d'être malheureux. À partir de là, le film a évidemment un sous-texte beaucoup plus puissant. Allô? Allô? Et ce sous-texte, il l'embrasse par sa mise en scène, qui est d'abord pensée comme une sorte de gigantesque... franchement, c'est... les premières images, c'est un catalogue Ikea, quoi. C'est extrêmement froid, c'est lisse, c'est édulcoré, c'est très blanc aussi, et du coup, ça crée un monde qui est plutôt intriguant. Un monde où il est même mystérieusement impossible de se blesser, de mourir ou de se suicider. Et un film qui aurait pu rester dans une sorte de SF d'anticipation, mais en fait qui s'amuse avec son concept, vraiment, et il va s'amuser à créer des situations mi-gênantes, mi-absurdes, parfois même assez décalées, dans cette quête de notre héros à vouloir fuir absolument ce monde parfait par tous les moyens possibles, et du coup ça devient un film presque drôle, un film qui est drôle parce qu'il a conscience que son concept aurait pu être hyper lourdingue et très pompeux, et du coup il se donne vraiment les moyens d'éviter assez intelligemment ce piège, quoi. Et c'est pour ça que c'est un film que je conseille absolument à tous les amoureux de la science-fiction dystopique. Surtout que quand on pense à science-fiction dystopique, généralement on pense quand même aux grands classiques américains. C'est assez intéressant de voir le point de vue d'une société qu'on dit être absolument parfaite sur ce genre-là. C'est vraiment un très bon film d'anticipation. Nordby ringte. Lurte på om vi ville være med å kjøre go-kart på lørdag. Go-kart? Ja, på lørdag. Skal vi takke ja? Ja. Hørtes hyggelig ut. Bon, alors, les amis, quatrième film, je vais vous amener en Italie. Et en Italie, je vais vous parler d'un grand film d'un de mes cinéastes préférés, qui ici va vraiment réaliser une dinguerie. Enfin, vraiment un film qui en tout point, too much, et ça fait même partie de son identité, hein, vraiment. Quand Fellini pète un plomb et décide d'adapter la vie du célèbre Casanova, ça donne le Casanova de Fellini. Bon, sur le titre, ils sont pas fait chier, honnêtement. Mais vous allez voir, c'est complètement dingo. Donc Casanova, vous connaissez, c'est le célèbre séducteur italien qui se vante d'avoir connu des centaines de femmes dans sa vie. Et Fellini, les amis, en fait, en adaptant sa vie, il va nous livrer une gigantesque farce et un portrait très acide de ce héros qui est finalement plutôt pathétique et surtout qui est tellement cliché dans ce qu'il représente. Et le style si reconnaissable de Fellini qui nous emmène dans un monde qui volontairement est bien loin de tout naturalisme. Hein. Vraiment, le néo-naturalisme italien, t'es pas là-dedans. Hein. Ici, tout n'est qu'énergie, tout est folie. C'est un film à la mise en scène qui est hyper théâtrale et je trouve absolument superbe, hein, vous le voyez bien, par une direction artistique, par des décors, par des costumes, par une photographie qui est vraiment à tomber, quoi. C'est vraiment une merveille visuelle et c'est une merveille de création, le Casanova de Fellini. Une merveille qui se fout bien du kitsch, qui se fout bien du vraisemblable, qui se fout bien du réalisme. C'est vraiment une succession d'idées folles et une succession de construction d'univers, un peu de bric-à-brac et d'excès même, qui fait beaucoup penser à ce qu'un Ken Russell, ou même dans une moindre mesure à ce qu'un Michel Gondry essayera de faire plus tard.
surprenant et toujours, complètement démesuré, hein, franchement, le film va quand même nous parler d'un séducteur et d'un inventeur d'histoire qui, franchement, est finalement bien triste, quoi. On a plus l'impression de voir Serge le Mito que de voir Casanova, parfois, hein. Et ce personnage, en plus, il est incarné par un Donald Sutherland qui est complètement à contre-emploi, je veux dire. Quand vous pensez à un séducteur italien hyper beau gosse qui se tape des centaines de femmes, tu penses pas à Donald Sutherland, parce qu'il correspond, sans lui manquer de respect, je l'aime beaucoup, mais il correspond pas vraiment à des critères de beauté objectifs, et ça accentue, c'est très malin, hein, parce que ce cast accentue l'idée qu'en fait, Casanova, il a une image et une estime de lui qui est à milieu de la perception réelle que les gens ont de lui pour de vrai. Et ça c'est bien, parce que ça nous éloigne encore un petit peu de la réalité que Fellini ne veut absolument pas représenter, pour nous faire comprendre qu'en fait le monde dans lequel nous immerge Fellini n'est bel et bien que la représentation très subjective d'un héros fou et délirant, et de la représentation qu'il a de lui-même, mais que les autres ne partagent pas. C'est un film sur lequel on crache beaucoup, c'est un film qui a été très très mal reçu, peut-être parce que Fellini, clairement, hein, il pousse tous les curseurs de la folie à fond, qui va encore plus loin que d'habitude, et qu'il accorde un petit peu moins de place que d'habitude à sa poésie qui est si reconnaissable, mais encore que la fin elle est quand même assez déchirante, hein, franchement, mais quoi qu'il arrive c'est un grand film, hein. Le Casanova de Fellini c'est un grand film, un peu trop oublié dans la filmographie de son auteur, alors que Fellini est quand même un film de Fellini, ça ne se refuse pas, c'est à découvrir absolument les amis. Bon alors pour finir, c'est peut-être le film le plus connu de cette sélection, parce qu'il s'est quand même fait une petite réputation de film trash et hors norme avec le temps. C'est une réalisation signée John Waters, qui à chaque film semble vouloir faire un nouveau doigt d'honneur au bon goût. Pink Flamingos est un ovni qui clairement va pas plaire à tout le monde, je préfère le dire direct. Et pour celui-ci les gars, je vous conseille d'appeler quelques potes et d'ouvrir quelques bières bien fortes et tièdes de préférence pour apprécier à sa juste valeur l'expérience. Parce que Pink Flamingo, il est aussi stupide que dégueulasse et il s'en vante fièrement, c'est quand même assez hallucinant. En gros, on va suivre Divine qui vit dans une famille absolument crasseuse, constituée de freaks à moitié zoophiles et à moitié cannibales, et Divine, elle concourt pour le titre de personne la plus dégoûtante du monde, sauf que contre elle, va se retrouver un couple fétichiste qui fait du trafic d'enfants bien sale, puisqu'il kidnappe des jeunes femmes, qu'ils font, putain, chaque phrase va plus loin, ils kidnappent des jeunes femmes qu'ils font féconder par leur majordome, et vont séquestrer ces jeunes femmes le temps qu'elles mettent bas, pour ensuite revendre les bébés à des couples lesbiens. Putain, qu'est-ce que je suis allé vous chercher, les gars? Et dites-vous que là, vous êtes qu'à la première bière, hein, parce que vous allez vraiment vous manger un film qui est absolument trash, un film qui volontairement casse toutes les conventions pour être le plus hideux possible. What are you gonna get her out of here? Come on, little noodles, you just found a new home. Oh, that's real nice. Poor fucking Alice dies giving birth. You can't even bother to move the body. And now the bitch has sold the kid. Vous allez avoir du gore, beaucoup de gore, hein. Vous allez avoir une image dégueulasse. Vous allez avoir du cul aussi pas mal, hein, je tiens aussi à le dire. Pendant quelques séquences, ça va quand même bien sale. Disons que c'est pas un film idéal pour un premier date, encore que ça dépend de la teneur de ton premier date, mais bon bref, ça c'est votre vie, on n'est pas là pour juger de ça. Bref, Pink Flamingo. Et ben Pink Flamingo, les amis, moi je vous conseille de reprendre encore une gorgée de cette délicieuse 8-6 et de vous délecter de cette avalanche de grossièreté jusqu'au boutiste et d'humour bien noir qui vous rappellera forcément les grandes heures de trauma. Je pense par exemple au film Toxic Avenger, et l'avantage de ces partis pris que prend Pink Flamingo, c'est que en fait, il est à chaque fois absolument impossible de prévoir de quoi sera faite la scène suivante, et ça a presque un côté ludique en fait, je dirais, du genre, ah là putain, comment il va aller encore plus loin que la scène que je viens de voir, et pourtant, il va plus loin à chaque fois. Bon alors, je tiens aussi à préciser, bon, vous vous rendez compte aux images, mais c'est pas du Fellini dans la mise en scène, hein, là, par contre. Je veux dire, c'est crade, c'est amateur, c'est filmé à l'arrache, ça repose entièrement sur ses effets et sur sa promesse d'un film cradingue, et ça n'apporte pas grand-chose de plus. Mais parfois, franchement, c'est aussi ce qui fait du bien, de perdre 100 points de QI et de rire grassement devant un film tellement débile. Il est extrêmement con, ce film, hein, il est d'une connerie abyssale. Et si c'est ce que vous recherchez, pour un dimanche soir, peut-être pas en famille, en tout cas vous allez être servi. Isn't it your
direct attack on my divinity, a direct attack on the peace and harmony of our last few weeks here, an outrageous attempt to humiliate and disgrace my private life. Someone will pay for this. Voilà les amis, j'avais envie de vous proposer cette petite sélection de films trop oubliés, de remettre en valeur ces films étranges, fous et extrêmes parce que je sais que vous aimez beaucoup ça. Je vous rappelle qu'on a un petit Tipeee qui permet de faire vivre la chaîne et de faire autant de vidéos à temps plein et de faire toutes ces recherches-là, l'écriture, le montage, etc. Enfin, je suis tout seul sur AFterCut et c'est vraiment le meilleur moyen pour moi de continuer à faire ça à temps plein. C'est le meilleur moyen de me soutenir, peu importe le don. De toute façon, un petit soutien comme ça fait toujours plaisir. Je suis aussi sur Instagram, vous le savez, c'est là où je suis le plus actif, à part YouTube. C'est là où je partage toutes mes découvertes cinématographiques au jour le jour. On s'abonne, on met la cloche pour être sûr de ne rien rater. Les amis, on se retrouve aussi très bientôt. Prenez soin de vous, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.